Bonjour Sophia Raymond. Bonjour Sophie. Vous êtes l'auteur de 2 romans policiers, Le Cercle de Dinap, publié aux éditions Cité, et Le Cercle de Quin chez Michel Lafon. Avant de parler de vos romans, j'aimerais qu'on vous découvre un peu qui vous êtes. Alors, je suis docteur en pharmacie. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la littérature, l'écriture, déjà en tant que lectrice. Et c'est vrai que, bon, pour tout vous dire, à la base, pour moi, l'univers de l'écriture, c'était pas un univers dans lequel je me disais, tiens, je vais pouvoir m'y intégrer, parce que pour moi, je sacralisais beaucoup les auteurs, notamment les auteurs de polar, de thriller, et qui ont toujours un message à faire passer. Mais même si je lis un peu de tout, en réalité, c'est assez éclectique. Et voilà, et un jour je me suis dit, je vais me lancer et on verra bien. Dans Le Cercle de Dinab, il y a un chaudron qui disparaît au Danemark, hein. Le voleur, c'est quelqu'un, un gardien du musée qui va l'embarquer puis se jeter dans l'eau avec lui. Donc ça n'associe. Alors lui, c'est pas le voleur, il découvre Il le découvre le vol, vol. mais effectivement, il est un peu étrange, hein, ce gardien de musée. On sait pas trop ce qui lui passe par la tête, mais c'est vrai il est un petit peu perturbé, hein, par Voilà, ce vol. Oui, 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 il est pas très clair. tous ceux qui frôlent ce chaudron ont un comportement bizarre. Et en même Oui. temps, dans cet ouvrage, vous parlez des EMI, des expériences de mort imminente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les expériences de mort imminente, bon, moi, pour tout vous dire, ça m'a toujours fascinée parce que pour moi, c'est des expériences que les médecins ont constatées, les médecins réanimateurs, anesthésistes, mais ils n'ont jamais su l'expliquer. Donc, chez les patients, il y a notamment des congrès sur les expériences de mort imminente où des experts sont invités du monde entier pour partager leur expérience. Et tous racontent qu'effectivement, dans 95% des cas, les patients décrivent un tunnel blanc, une vision du paradis avec des proches qui les attendent. Donc ceux-là, ils s'en ouvrent assez facilement. Par contre, dans 5% des cas, les patients rechignent un petit peu à partager leur vision parce qu'ils ont une vision de l'enfer. Et ils n'en parlent pas parce qu'ils ont très peur que cette vision en fait, soit une vision de leur futur. Et ils ont très peur de mériter ça et en tout cas de le faire savoir, hein. Une de vos héroïnes, elle représente justement, elle a vécu ça, elle Oui. met ça dans ses tableaux. Ça vous intéressait de mettre la représentation de la mort dans l'art? Ah, la représentation de la mort dans l'art. C'est vrai qu'il y a un collègue, là, Christos, j'ai un petit peu du mal, Christos Markogianakis, comme voilà, merci, qui exploite beaucoup ce thème-là dans ses romans. Il le fait très bien. Pour ma part, je voulais pas forcément l'exploiter aussi profondément que lui. Mais c'est vrai que l'art, la peinture, le tableau, enfin tel que l'exprime mon héroïne, c'est une façon pour elle aussi d'extérioriser ses craintes, même si ces tableaux terribles, en fait, elle ne les montre pas, elle les cache, elle ne veut pas les montrer, comme d'autres peuvent s'exprimer à travers l'écriture, dans un journal de bord ou le journal intime, ou même dans des livres qui sont parfois publiés, où on a un aperçu parfois de la vie de certains auteurs. Donc c'est vrai que c'était une façon aussi d'exprimer un ressenti et son subconscient et son inconscient. L'art, oui. et il y a Dante qui vous a certainement inspiré, la notion du cercle. Est-ce que c'est lié justement à l'œuvre de cet auteur qui a traversé à la fois les siècles, que ce soit dans les écrits ou dans l'art? Alors Dante Alighieri, bon, qui est un grand poète italien, qui a écrit cette fameuse trilogie sur l'enfer, le purgatoire et le paradis, une de ses œuvres les plus connues, effectivement, c'est l'enfer de Dante, où on voit le poète guidé à travers les différents cercles de l'enfer par Virgile. Oui, ça m'a beaucoup attiré, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, parce que l'enfer, c'est quelque chose que l'on redoute tous, et qui, quand vous étudiez les différents cercles, les 9 cercles de Dante, vous pouvez que vous projeter dans un de ces cercles quand vous voyez bon, la luxure, l'avarice, la gourmandise, etc. Et bon, évidemment, plus on s'enfonce dans ces cercles, plus nos péchés sont graves.
Et donc on espère y échapper, mais en même temps ça nous attire parce qu'on se dit ouais mais alors moi où je serai, quel sera mon sévice au final. Peut-être la gourmandise. Je pense que Je ce crois serait qu'on plus la gourmandise, c'est un truc gentil, c'est on pas très traîne là-bas méchant. toutes les deux. Voilà, on s'y retrouvera là je crois. Mais bon c'est pas terrible par contre, hein, les sévices de la gourmandise. Et vous avez également écrit le Cercle de Cain. Et dedans, c'est un couple qui est parti en randonnée. Oui. Et tout d'un coup, il va y avoir une chute. Ils vont retrouver un corps glacé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à ce moment-là? Oui, alors un peu comme le cercle de Nina Brand qui fait référence à des lieux et des faits réels, le cercle de Cain s'inspire totalement de la découverte d'Otzi, l'homme des glaces. Tout a commencé en fait un jour, le 19 septembre 1991, une date palindrome hein, qui se lie à l'endroit comme à l'envers. Un couple de randonneurs allemands qui se trouvaient dans les Dolomites partent en randonnée dans la montagne et décident de prendre un raccourci. Bon, chose à jamais faire, hein. Ils s'écartent des sentiers balisés et ils se retrouvent à 3200 mètres d'altitude, vraiment et ils s'égarent, hein, ils sont perdus et ils se retrouvent à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Mais eux, ils le savent pas, hein, ils savent pas du tout où ils se trouvent. Et d'un coup, à un moment donné, enfin, ils aperçoivent dans la glace ce qu'ils pensent être une poupée, enfin quelque chose d'un marron, et en s'approchant, ils voient que c'est un crâne humain. Et là, ils sont totalement horrifiés. Ils finissent par se retourner très rapidement au refuge d'où ils sont partis, où ils ont passé la nuit. Et là, ils préviennent le gardien du refuge qui va alerter les secours et les autorités policières. Et ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que toutes les personnes qui ont approché de près cet homme, l'homme des glaces, qu'on a surnommé Otzi, parce qu'il a été découvert dans les montagnes de l'Haute-Saale, meurent dans des circonstances étranges, accidentelles, mais à chaque fois une mort différente. Déjà, le premier à mourir, c'est le médecin légiste qui va autopsier le corps. Lui, il va mourir alors qu'il se rendait à une conférence pour raconter, relater devant la presse les dernières découvertes qu'il a faites sur l'homme des glaces. Et il va prendre sa voiture, il va se planter et il va mourir sur le coup. Donc personne ne saura jamais ce qu'il a découvert. Un mois plus tard, ça va être un guide de haute montagne qui, lui, va accompagner un groupe de randonneurs, pas très loin d'ailleurs de là où on a découvert le corps. Une avalanche va se déclencher. Tout le monde va survivre, sauf lui. Lui, il va mourir enseveli par l'avalanche. Et ensuite viendra le tour du randonneur allemand, qui lui va retourner, il a la bonne idée de retourner là-bas pour faire un petit tour. Et il disparaît. Il y a une tempête de neige qui se déclenche, qui n'était pas du tout prévue par la météo. Et il disparaît pendant une semaine, on ne sait pas ce qu'il advient de lui. Des secouristes partent à sa recherche. Et on finit par le retrouver au contrebas d'une falaise, mort. Voilà. Et il y en aura d'autres, ainsi, comme ça, qui vont mourir peu à peu. Et c'est vrai que cette histoire m'a fascinée, mais je pense comme beaucoup pas forcément de lecteurs, de personnes qui ont eu vent de cette histoire, qui était quand même... oui. Il y avait eu un reportage qui avait été fait, diffusé, je crois, sur Arte, où Oui. on voyait aussi les recherches, ils ont essayé même de reconstituer. Il y a un film où Oui. on le voit, où il est poursuivi, où ils mettent en avant les hypothèses et puis les armes qui étaient déposées à côté de lui. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'Arte a fait un excellent documentaire sur Otzi. Mais ils se sont surtout attardés sur l'enquête scientifique, archéologique et historique, qui est une histoire, une enquête qui a révolutionné même l'idée qu'on se faisait des hommes qui vivaient au néolithique, parce que Otzi était très en avance sur son temps. Effectivement, il y a eu plusieurs hypothèses. On pouvait penser qu'il était peut-être forgeron, guerrier, chef de tribu, voire même chaman et sorcier, vu l'équipement qui étaient autour de lui, qui ont été parfaitement conservés, comme son corps aussi. Et ça, c'était une découverte exceptionnelle au niveau archéologique. Par contre, ce qu'il n'évoque pas beaucoup, Arte, peut-être je peux le comprendre, hein, c'est la malédiction qui entoure cet homme. Parce que cette malédiction, il y a une rumeur de malédiction, effectivement, qui est née suite à sa découverte, parce que c'est vrai que c'était un petit peu étrange de voir tous ces morts autour. Un peu comme dans Toutankhamon. C'est assez similaire, d'ailleurs, je l'évoque dans le bouquin, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un côté, une momie parfaitement conservée qui voyage à travers le temps.
Mais pour la petite histoire, Ozzy est encore plus vieux que Toutankhamon, hein. Il a 2000 ans de plus. Donc je pense qu'on lui doit encore plus de respect, quelque part. Et est-ce que comme Toutankhamon, on peut voir Otzi aujourd'hui? Est-ce qu'il est visible? Est-ce que les gens en sont revenus justement pour témoigner pour le fait d'avoir vu Otzi? Alors, pour tout vous dire, je lui ai rendu visite. Non, aujourd'hui, il a effectivement un musée qui lui était totalement dédié, un musée d'archéologie qui se situe à Bolzano, c'est dans le nord de l'Italie. Bolzano, c'est une ville qui est vraiment au pied des Dolomites. Donc, vous pouvez le visiter et ensuite faire l'excursion jusqu'à 3200 mètres d'altitude, où aujourd'hui, il y a une stèle au niveau de l'endroit où on l'a découvert. Et pour tout vous dire, Otzi, vous pouvez le voir à travers une baie vitrée. Je pense qu'il est conservé à moins 18 degrés. On a vraiment recréé les conditions telles qu'on l'a grâce auxquelles il a pu être parfaitement conservé pour que le corps ne se dégrade pas, ne soit pas décomposé. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on le voit de face. Enfin, quand on pense à la malédiction, on peut effectivement être un petit peu dans la retenue, on va dire. Et on peut vous rassurer vos lecteurs, je crois qu'il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce officielle sur le nombre de personnes qui sont disparues suite à la lecture de votre roman. Tout va bien? À ma connaissance, ils vont tous bien. Après, il y aura peut-être quelques dommages collatéraux. Ce serait sympa de me le faire savoir. Donc moi, je peux rassurer les lecteurs, je l'ai lu, je me suis régalée, je vais bien jusqu'à voilà, pas de soucis, pas de problème de micro, il n'y a pas de malédiction, tout va bien. Donc je conseille aux lecteurs de découvrir le cercle de Dina Bran qui est publié aux éditions Presse de la Cité et le cercle de Quin qui est publié chez Michel Lafon. Merci Sophia Raymond. Merci beaucoup.